Cela fait 4 mois qu'il n'est pas tombé une seule goutte de pluie dans l'Outback. Les fleuves et les rivières sont quasiment à sec. Il ne reste plus que des trous d'eau essentiels à la vie. Des incendies spontanés se déclarent. Les milans noirs profitent du festin qu'offrent les insectes et les lézards grillés. Malgré les apparences, c'est l'hiver. L'intérieur des terres est desséché. Mais sur les côtes, la vie prospère. Ce couple de balbuzards a largement de quoi nourrir ses petits. Il y a 2 mois et demi, ces jeunes n'avaient pas encore éclos. Leur croissance rapide est la preuve de la richesse de l'océan. Leurs parents semblent se déplacer dans les airs sans effort. Les petits se débarrassent de leur duvet pour laisser la place à leurs vraies plumes. Les adultes montrent à leur progéniture comment s'y prendre pour voler. En bons élèves, les jeunes balbuzards étudient la technique de tous ceux qui passent à proximité. À cet âge, ils sont programmés pour imiter. Ils s'entraînent à développer leurs muscles. Pour son premier vol, celui-ci ne parcourt que quelques mètres. Son frère préfère continuer à s'entraîner au surplace. Soudain, le plus téméraire s'élance. Ensuite, plus rien ne peut l'arrêter. À la différence des autres balbuzards, ces oiseaux ne migrent pas. Ils restent sur la côte, où ils trouvent tout ce dont ils ont besoin. Ils n'ont aucune raison de partir. D'autres espèces viennent ici se reproduire durant l'hiver. À l'extrémité nord du district de Kimberley, se trouve une zone inaccessible par la route. Cette tortue à dos plat arrive sur une plage isolée pour y pondre ses œufs. Ce n'est pas le seul reptile à fréquenter ces eaux. Pour parvenir sur la terre ferme, elle s'expose aux redoutables mâchoires des crocodiles marins. Pour l'instant, celui-ci se contente de prendre un bain de soleil.
Chaque hiver, scientifiques et aborigènes tentent d'en apprendre davantage sur ces mystérieuses tortues. Lawrence Carter est le protecteur de ces animaux. On est des gens de la mer. On veille sur les tortues et sur la vie marine. Les membres du groupe partent à la recherche de femelles en train de pondre. Pour ne pas les déranger, ils utilisent des torches à lumière rouge. Ils doivent aussi se méfier des dangers qui rôdent. Pas de crocos en vue. Ils tombent sur une femelle qui a presque fini sa ponte. Soulève-la. C'est la candidate idéale pour être équipée d'un émetteur radio. Parfait. Tu veux bien prendre la torche pour surveiller ce crocodile? Je ne voudrais pas qu'il s'approche en douce. Lawrence monte la garde. Un crocodile affamé ne verrait pas d'inconvénient à dévorer un homme au lieu d'une tortue. Comment elle va? Bien? Oui, je crois. Bizarrement, elle est calme et détendue. Cet émetteur est conçu pour fonctionner 3 mois. Les informations récoltées iront enrichir une base de données. Je pense qu'il est bien accroché. Parfait. Le marquage n'est pas un moment agréable pour l'animal, mais il est indispensable pour protéger l'espèce. La femelle, baptisée Squirtle, peut maintenant être relâchée. La voie est libre. L'émetteur numéro 163 423 va pouvoir rejoindre l'océan. Les œufs de Squirtle mettront 50 jours à éclore. Chaque semaine dans le Kimberley, des milliers de petites tortues voient le jour. Mais ce sont des proies faciles. Rares sont celles qui atteindront l'âge d'1 mois. Heureusement, leur grand nombre compense cette surmortalité. Voici les seules survivantes d'un nid d'une 50aine de petits. La plupart ont été victimes de prédateurs. Mais celles-ci ont des gardes du corps. Pour Lawrence, protéger ses petites tortues, c'est aussi protéger ses ancêtres. Car les tortues représentent les esprits des anciens. Je suis content de les voir sortir du sable et aller dans l'eau. Il espère la revoir dans 20 ans, quand elle reviendra sur cette même plage pour pondre. Un peu plus au sud, une autre passionnée des animaux commence sa journée par une visite à sa ménagerie. Mandy Watson se lève à 4h30 du matin et met plus de 2h30 à faire le tour de tous ses pensionnaires. Bonjour les filles. Presque tous ces animaux ont été sauvés par Mandy. Des canetons aux poussins orphelins. Bonjour. Ça va, Donald? Bonjour. Oh, Export. En passant par un émeu baptisé Export. Tout va bien, Export. Viens manger. Tout va bien. Des gens me l'ont apporté quand il avait 3 jours.
Il tenait dans ma main. Il était adorable. On ne voyait que la structure de ses ailes. Je l'ai gardé à la maison dans un parc pour bébés pendant quelque temps. Ensuite, je l'ai mis ici et maintenant, il se prend pour une poule. Le soir, il vient dormir avec elle. Ce n'est pas moi qui le mets là. C'est lui qui vient tout seul. Il s'incruste. Pousse-toi un peu, toi. Attendez un peu. Oui, je sais que vous êtes pressé. Voilà pour vous. Le but de Mandy est de remettre tous ses pensionnaires en liberté. Ne vous battez pas. On s'occupe de certains kangourous pendant 2 ans et quand on les relâche, je pleure comme une madeleine. Les animaux sont conduits dans un parc national où ils pourront trouver de l'eau durant la saison sèche. C'est fini. Tu as tout bu. Quand la saison sèche arrivera, ils seront redevenus sauvages et ils seront capables de trouver de l'eau et de manger de l'herbe jaunie comme les autres kangourous. C'est un déchirement de les relâcher, mais c'est l'objectif de notre action. Mandy a 15 jours pour se préparer et préparer ses protégés à la séparation. Les kangourous sont parfaitement adaptés à l'hiver dans le Kimberley. Et ils ne sont pas les seuls. La région compte un grand nombre de fermes d'élevage, où les têtes de bétail se comptent par milliers. Comme la ferme de Jubilee Downs, située loin de tout, sur les berges du fleuve Fitzroy. Le propriétaire, Keith Anderson, est habitué à voir des crocodiles à 2 pas de sa maison. Vous les voyez arriver? Ils sentent la nourriture de très loin. C'est incroyable. Keith a une certaine affection pour ces animaux. Il a même pris l'habitude de les nourrir avec des morceaux de choix en provenance de sa ferme. Quand on castre nos bêtes, au lieu de jeter les parties, on les donne aux crocos. J'appelle ça les huîtres de la prairie. Plus connu sous le nom de testicules de taureau. Ces sales bêtes ont un regard glaçant. À la ferme de Jubilee Downs, on travaille encore en partie à l'ancienne. Pour Keith, ses filles et les gardiens du troupeau, la saison sèche est le moment de rassembler le troupeau. Les fermes d'élevage australiennes sont les plus grandes du monde. Le bétail évolue en liberté au milieu d'une végétation basse et dense. Avant que Mick, le gendre de Keith, n'arrive dans la famille avec son hélicoptère, les bêtes étaient toutes rassemblées à cheval. Mick, tu nous les amènes ici ou plus haut? Non, je vous les amène où vous êtes. Grâce à son appareil, Mick a permis de réduire considérablement le temps passé en selle. Mick fait ça très bien. Souvent, les pilotes poussent trop. Ils ont tendance à oublier qu'ils ont affaire à des êtres vivants. Ici, le cheval reste tout de même le principal moteur du rassemblement. Si je continue à utiliser des chevaux, c'est pour rester à l'échelle animale. On travaille avec des animaux sur des animaux.
Si une bête s'éloigne du troupeau, un bon cheval se dirige immédiatement vers elle. Toutes les montures sont des chevaux australiens. Une race robuste aux pieds sûrs, capable d'anticiper les réactions du bétail. Un bon cheval, c'est un animal exceptionnel. Il faut qu'il soit compétent, mais aussi docile. Certains chevaux sont plus doués que le cavalier qu'ils ont sur le dos. Malgré la distance et la densité de la végétation, cette équipe de choc ramène les bêtes à la ferme en quelques heures. Le week-end approche, mais pas question de se reposer pour autant. À plus. Keith, Mick et leurs meilleurs chevaux vont parcourir près de 300 km pour participer à un rodéo. L'occasion pour Mick de démontrer qu'il n'est pas à l'aise que dans un hélicoptère. Au-delà de ces plaines qui s'étendent à perte de vue, il y a l'océan. Les baleines à bosse remontent en direction du nord. Après s'être nourries dans l'Antarctique, elles viennent prendre leur quartier d'hiver. Durant des mois, elles vont se reposer et batifoler dans ces eaux. Les baleines à bosse sont les plus acrobates des baleines. Elles peuvent propulser leur corps de 30 tonnes bien au-dessus de la surface. Qu'elles sautent ainsi pour communiquer avec leurs congénères ou pour nettoyer leur peau des parasites, elles semblent y prendre un grand plaisir. C'est également ici qu'elles s'accouplent et mettent bas. Un baleineau qui vient de naître ingurgite 230 litres de lait par jour. Un lait très épais qui contient près de 50% de matière grasse et permet au baleineau de prendre rapidement du poids. Si la chasse a bien failli faire disparaître cette espèce, elle est aujourd'hui protégée. Ces eaux abritent désormais la plus grande concentration de baleines à bosse de la planète. Le fond de l'océan recèle un autre trésor. De l'extérieur, l'huître Pinctada maxima ne paie pas de mine. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Voici les perles les plus recherchées du monde. Au large des côtes du Kimberley, se trouve la dernière huîtrière sauvage encore en exploitation. Les Paspelli sont pêcheurs de perles depuis 3 générations. En hiver, les conditions météo sont plus calmes. Leur bateau peut alors prendre la mer.
Pour ramasser ces coquillages, il faut passer jusqu'à 9 heures par jour sous l'eau. Souvent, les poissons nous offrent un spectacle incroyable. Certains dorment dans des coraux ou font des trucs ahurissants. On passe vraiment de très bons moments. C'est un autre monde, silencieux et exigeant. Mais tous les membres de l'équipe aiment ce qu'ils font. Le bateau avance lentement et tire les plongeurs, chacun retenu par une corde. Il faut une longue pratique pour pouvoir repérer les huîtres. Ce type de pêche est soumis à des quotas très stricts. Seules les huîtres d'une certaine taille peuvent être ramassées. C'est Peter Dixon, le capitaine, qui dirige les opérations. Pour cet ancien plongeur, impossible de rester loin de l'océan. Plonger, c'est la liberté, c'est l'aventure. Quand on a ça dans le sang, on revient ici chaque année. Passer la journée à nager, c'est bien quand on est jeune et en bonne santé. Mais en vieillissant, c'est dur pour le corps. Il est à qui? À John. La première plongée du jour s'est déroulée sans incident. Les hommes déchargent leur précieuse cargaison et reprennent des forces avant la plongée suivante. Aussitôt après s'être restaurés, ils retournent à l'eau. Un encas, un petit café et on repart. Pour les huîtres, c'est une nouvelle vie qui commence. Elles quittent le bateau de pêche pour le navire principal, amarré à proximité. Là, elles passent entre les mains expertes de greffeurs japonais. L'art de greffer une huître est un secret bien gardé qui se transmet de génération en génération. Une perle se forme lorsqu'un petit corps étranger entre dans l'huître. Elle se met alors à l'entourer de milliers de couches de nacre. Pour augmenter les chances d'obtenir une perle, les greffeurs introduisent un fragment de coquille de moule dans le coquillage. Une opération délicate qui doit stresser le moins possible l'huître et ses minuscules hôtes. Comme ce crabe petit pois. Il se nourrit grâce au courant produit par l'huître. Et elle sent sa présence. Si le crabe rentre précipitamment dans l'huître, c'est qu'il y a un danger et elle se referme sur le champ. Une façon d'échapper aux prédateurs friands de sa chair. La nuit qui commence à tomber marque la fin de la 8e et dernière plongée du jour. C'est vraiment un travail unique au monde. C'est pour ça qu'on l'aime autant. On va se prendre un verre et quelques frites. On l'a bien mérité.
La journée a été bonne. Mais en mer, les jours passent et ne se ressemblent pas. L'extrémité nord-est du Kimberley semble vierge de toute présence humaine. Pourtant, des hommes ont laissé leur empreinte dans toute la région. Les peintures rupestres sont partout. On estime que seuls 2% d'entre elles ont été répertoriées. À ce jour, l'art rupestre européen est considéré comme le plus ancien du monde. Mais cela pourrait bien changer. On peut raisonnablement penser qu'il existe des dizaines de millions de peintures vieilles de plusieurs milliers d'années. L'archéologue Peter Wess est à la tête d'une équipe scientifique internationale chargée de recenser ces œuvres d'art. Il est accueilli par son confrère Martin Pour, parti en éclaireur. Ça fait plaisir de te revoir. Les recherches commencent dans une zone très isolée du nord-ouest. Ils sont guidés par Ambrose Chalarimeri, un aborigène de la région. Wow. C'est fabuleux. C'est peut-être un de mes ancêtres qui a peint ça. Il a voulu laisser une trace que les autres puissent voir. Il y a très peu d'endroits au monde où quelqu'un peut aller sur un site vieux de plus de 10 000 ans et dire « Mes ancêtres ont peint quelque chose que je peux encore voir aujourd'hui. » Oui. Intérieurement, je suis très heureux. Je comprends. Ça nous rappelle que la vie est courte comparée à la culture. Oui. L'équipe s'enfonce au cœur du pays d'Ambrose. Et elle est immédiatement récompensée. Au détour d'un chemin, on se retrouve nez à nez avec quelque chose de totalement inattendu. C'est un privilège rare de pouvoir découvrir les vestiges d'une civilisation passée. Ah oui, 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 c'est fantastique. C'est magnifique et très bien conservé. À votre avis, c'est quoi l'animal à gauche? On dirait un wallaby des rochers. On s'approche? Oui. Les deux archéologues ne se contentent pas d'admirer ces peintures. Ils prélèvent également des fragments de roches non peintes pour pouvoir les analyser. Je vais prendre un échantillon près du boomerang. La couche sous le boomerang te donnera l'âge maximum. Et là, on a l'âge minimum pour ce groupe. La roche, elle aussi, raconte une histoire. On voit bien la peinture en dessous. Parfait. Les scientifiques utilisent différentes techniques pour analyser les altérations de la roche. Ceci leur permet d'estimer l'âge des motifs qui y sont peints. Oui, oui. Ces peintures sont très riches. Elles varient en fonction des époques. Mais surtout, elles sont figuratives, ce qui fait toute leur importance au niveau mondial. Les archéologues vont également procéder aux premières fouilles dans cette partie du Kimberley. Ces peintures nous indiquent que des hommes ont vécu ici durant des centaines de générations. Mais ici, on a des objets, des preuves d'une activité humaine. Donc c'est le début d'un long processus de fouilles pour retrouver chaque génération. Et ce processus commence maintenant. Le site ne tarde pas à livrer ses trésors. Ici, on a une magnifique pointe qui a été soigneusement polie. C'est très bien fait et très tranchant. Ça devait être utilisé pour découper des légumes ou de la viande. Ça ressemble à une pointe de flèche, mais il ne faut pas se fier à l'apparence de ces objets.
Les fragments vont de l'âge de pierre jusqu'à l'arrivée des premières populations pastorales européennes il y a 140 ans. Ici, quelqu'un a façonné du verre pour faire cette jolie petite pointe. Elle devait être placée au bout d'une lance ou utilisée comme barbillon. Ces objets proviennent de différents endroits. Donc on va pouvoir replacer ce site dans un réseau de mouvements de population plus vaste. Il faudra entre 10 et 20 ans pour collecter tout le matériel archéologique présent dans le Kimberley. Peter Wess a entrepris un travail de longue haleine. On attaque seulement la surface. Dans 5 ans, on découvrira de superbes objets et œuvres d'art dont on n'a même pas idée aujourd'hui. Ça va être passionnant. À la fin, je serai très vieux. J'aurai peut-être besoin d'un déambulateur. Pour l'instant, je me déplace encore en 4x4. À 80 Mile Beach, le jour n'est pas encore levé, contrairement aux pêcheurs de perles. On commencera à plonger au lever du soleil et on finira vers 17h30. Il fera déjà nuit. En tant que chef des plongeurs, Lee Carter doit être prêt à toute éventualité. Sous l'eau, le danger est omniprésent. Un problème peut arriver à n'importe quel moment, pendant la première, la deuxième plongée, ou pas du tout. Donc la seule chose à faire, c'est de se tenir prêt et de vérifier le bon fonctionnement du matériel. Aujourd'hui, la mer est agitée. Les conditions ne sont pas idéales pour plonger. Et le vent a des conséquences inattendues. On a 2 baleines à tribord, assez loin. Tant qu'elles restent à cette distance, ça va. Elles sont plus nerveuses quand il y a du vent. Elles sautent un peu plus hors de l'eau. Elles frappent davantage la surface avec leurs nageoires. Il va falloir les surveiller. Quand le vent fouette la mer, les baleines sautent en l'air. La raison de ces sauts est méconnue. Peut-être font-elles cela simplement pour s'oxygéner davantage. Tandis que Peter les observe, elle se rapproche dangereusement du bateau et des plongeurs. Baleine à tribord, tu préviens les plongeurs? Baleine à tribord, tu peux prévenir les plongeurs? Les plongeurs entendent le signal, mais ils entendent aussi le chant des baleines. C'est bien qu'ils soient au courant. Ils seront plus prudents. La baleine à bosse n'est pas spécialement agressive, mais 30 tonnes, cela peut faire des ravages. Et cet animal est d'un naturel curieux. Une baleine s'enfonce sous l'eau juste à côté du bateau.
Difficile de savoir où elle va aller. Ce signal indique qu'un plongeur n'est plus alimenté en air. Il ne peut y avoir qu'une seule explication. La baleine a entraîné un plongeur, le forçant à déconnecter son tuyau d'arrivée d'air. À 30 mètres de profondeur, il est en danger de mort. La tension est palpable. Où est le matelot? Lee Carter, le plongeur en chef, fait soudain surface. Grâce à sa réserve d'air de secours, il a pu remonter sans problème. On réagit sans même réfléchir, parce que tout se passe très vite. On enlève sa ceinture de plomb et on passe sur la réserve de secours. Mais cette expérience n'a rien d'agréable. Quand on voit ces énormes animaux se déplacer lentement et gracieusement, on n'imagine pas leur force et leur rapidité. C'est un peu comme avancer à vélo et sentir un câble relié à une locomotive à vapeur qui vous tire dans l'autre sens. Tandis que Lee se remet de ses émotions, la locomotive reprend son chemin, imperturbable. Après tout, l'océan est son terrain de jeu. Les plongeurs en sont bien conscients. Le lendemain matin, Lee est sur le pont pour une nouvelle journée de plongée. Ce métier n'a qu'un temps, donc il faut en profiter au maximum. Et puis, on ne connaît que ça. À 1000 km à l'intérieur des terres, le soleil se lève sur Halls Creek. Mick, le pilote d'hélicoptère, savoure ce moment de calme avant une journée chargée. Le rodéo annuel de Halls Creek, un événement incontournable pour tous les cow-boys des élevages du Kimberley. Le personnel de Jubilee Downs est venu soutenir Mick. Il va affronter les meilleurs, mais il a toutes ses chances. La monte de cheval sauvage avec selle est la discipline favorite de Mick. J'ai toujours aimé ça. Je ne sais pas si c'est à cause de l'excitation, de la poussée d'adrénaline. Les chevaux de rodéo sont élevés pour leur force et leur tendance naturelle à ruer. Les concurrents doivent rester en selle au moins 8 secondes. Et ils ne peuvent se tenir que d'une seule main. Le deuxième passage de Mick est un succès. Plus qu'un et il pourrait remporter l'épreuve. Quand tout se passe bien, on a le sourire.
Le gagnant remporte une jolie somme, mais la concurrence est rude. Donc ce n'est pas facile de décrocher le gros lot. C'est le dernier passage de Mick. La victoire semble à portée de main. Mick Davis! Ses supporters sont un peu tendus. Un bon cheval a hâte de sortir. Certains sont très remuants. On s'accroche et ils font tout pour nous désarçonner. Malgré ses efforts, celui-ci ne parviendra pas à se débarrasser de Mick. C'est ma deuxième victoire de la saison. J'espère que ça va continuer comme ça. Il y a eu quelques moments délicats, mais ça s'est bien terminé, donc ça va. La plupart des vainqueurs s'arrêteraient là, mais pas Mick. Il place la barre encore plus haut. Lors de l'épreuve de monte de taureau, il endosse le rôle le plus dangereux. Reste dessus, tiens bon! Le clown de rodéo est chargé de détourner l'attention du taureau lorsque le cow-boy est à terre. Même si vous ne connaissez pas le type, c'est votre boulot de prendre les coups à sa place. On essaie de se mettre entre le taureau et lui. Ce ne sont pas les coups de corne les plus dangereux, mais plutôt les coups de sabot. Si vous vous retrouvez sous l'animal, c'est là que ça fait mal. Vu le poids de l'animal, c'est un jeu dangereux. À la tombée de la nuit, Mick est épuisé, mais il n'a pas été blessé. Demain, il retentera sa chance. C'est prêt. À Kununurra, c'est le jour que Mandy redoutait. Aujourd'hui, on va relâcher ces kangourous. À chaque fois, j'ai l'estomac noué. J'espère que ça va bien se passer. La journée va être dure. Surtout pour les animaux les plus anxieux. C'est votre dernier biberon. Lui, c'est Mickey, et il va falloir l'anesthésier parce qu'il est un peu craintif. Donc, on ne va pas pouvoir le laisser en liberté dans la voiture comme les autres. Pour éviter qu'il se blesse, il vaut mieux l'anesthésier. Malgré 8 mois passés avec Mandy, il reste très sauvage. Il est prêt pour sa remise en liberté. Il sera sûrement le premier à filer. Bon, on va aller préparer les fléchettes. Endormi, l'animal sera moins stressé par le trajet en voiture. J'en tremble d'avance. Ça va aller, Mickey. C'est bien. Tout va bien. Je déteste ça. Doucement, doucement. Tout va bien, doucement. L'animal devrait déjà être sonné. Chacun réagit différemment au tranquillisant. Mickey, arrête de lutter, couche-toi. Mickey, on va lui en donner un peu plus. Devant la réaction du kangourou, Mandy décide d'augmenter la dose d'anesthésiant. Voilà.
Il a vraiment résisté. C'est bon? L'instinct de survie de Mickey le pousse à rester éveillé. Comment on fait? Elle va peut-être rentrer sans problème. Les deux femelles, Hip Hop et Babs, sont plus faciles à gérer. Il n'y a plus qu'à fermer. Le sac leur rappelle la poche maternelle et suffit à les calmer. Bouge pas, Babs. On a fini. Les animaux seront relâchés dans le parc national de Purnululu, à 5 heures de voiture. Oui, c'est un long voyage, mais ça vaut le coup. Vous serez bien là-bas. Pas vrai? Maman ne va pas déjà se mettre à pleurer. Rien que d'en parler, j'en ai les larmes aux yeux. Hein, mon grand? Je pleure trop. Ouais. Mais l'un d'eux est pressé d'arriver. Je n'ai jamais vu un kangourou résister autant à l'anesthésie. Mickey, c'est pas vrai. Mickey s'est réveillé 1 heure plus tôt que prévu. Mickey, arrête! Tout va bien. On est encore loin. Je ne veux pas lui ordonner, sinon il sera groggy là-bas. On essaie le sac? Une fois sur place, l'animal devra être en pleine possession de ses moyens. Le sac devrait le calmer le temps d'arriver. On va voir. Allez! Ils atteignent enfin Purnululu et les dômes de la chaîne des Bungle Bungles. C'est l'endroit idéal pour eux. Il y a de l'herbe, ils auront de quoi manger. Il y a aussi de l'eau et d'autres kangourous, mais ce n'est pas surpeuplé. Oui, c'est le meilleur endroit. Les animaux relâchés se joindront à un groupe déjà constitué et redeviendront totalement sauvages. Hip Hop, arrête! Tiens, prends-le, Hip Hop. On était à 583. C'est le 586e kangourou qu'on relâche. Et je ne m'y fais toujours pas. Tu vas pouvoir aller boire. Pour ces jeunes kangourous, c'est le moment de vérité. Ils sentent l'odeur du bush pour la première fois, car ils ont été recueillis bébés dans la poche de leur mère. C'est ta nouvelle maison. Vas-y. File. Doucement, doucement, Hip Hop. C'est bien, Babs, c'est très bien. Elle cherche ses marques. Oh, Babs. Tout va bien, ma belle. Ils vont être bien ici. Prenez soin de vous, mes chéris. Mickey, qui était si pressé de s'échapper, est le dernier à dire au revoir. Par ici, Mickey. De nouvelles odeurs. J'espère que tu auras une longue et belle vie. Tu vas me manquer.